voudrais parler de la réparation des savoirs traditionnels. Alors dans la réparation, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire, je pense que notre humanité a été marquée à une certaine époque par certaines structures, certains plans, et que nous sommes en rapport direct avec ces plans originels. Et que tout ce qui a été rajouté par la suite est décalé par rapport à ce que nous sommes. Oui. En fin de compte, il y a un moment fondateur qui est celui qui fonctionne en nous actuellement. Et il y a des discours qui se sont rajoutés et qui sont décalés par rapport à ce que nous sommes. Donc pour avoir des savoirs qui sont en phase avec ce que nous sommes aujourd'hui, il faut aller les chercher il y a X milliers d'années. Alors quel est le sens, le fait qu'il puisse y avoir une évolution, des changements entre ce qui est de l'ordre originel et aujourd'hui? À mon avis, les conditions de programmation, ça c'est compliqué, comment l'humanité a été programmée sur ce de points, ces conditions-là ont été réunies à un certain moment, et depuis, elles ne sont plus réunies, et par conséquent, ça reste de ce que j'appellerais la surconscience. C'est une littérature qui existe sur le sujet, qui n'est pas en phase véritablement avec le sujet. Alors, quand vous dites qu'il y a eu une notion de changement, c'est par quel intermédiaire, par quelle dynamique qu'il y a eu ces changements ou ces interprétations autres que l'originel? Voilà, il peut y avoir des phénomènes d'emprunt, des phénomènes de modernisation, des synergies, des symbioses, enfin tout un ensemble de facteurs qui ont pollué le savoir de départ. Par exemple, je vais prendre un exemple au niveau linguistique. Vous prenez la langue anglaise. La langue anglaise, il y a 1500 ans, c'était une langue germanique. Et à partir du XIe siècle, elle a récupéré presque la moitié de son vocabulaire du français. Alors, c'est pas un très bon exemple parce qu'on ne va pas demander aux gens de reparler l'anglais d'avant, mais pour vous montrer qu'un savoir peut rencontrer dans son histoire des phénomènes d'interférence. Alors même si effectivement cette interférence elle est en lien avec l'environnement, c'est-à-dire que s'il y a eu ce changement au niveau de langue, c'est que la population était impliquée dans les changements du pays pour que justement il y ait une transformation de la langue. Oui, mais moi j'ai une approche, disons, technique et technologique des systèmes. Un système, ça se respecte. S'il y a une cohérence, s'il y a une structure, c'est cette structure qu'il faut rétablir. Et notre intelligence, à mon avis, a une certaine exigence de cohérence. L'être humain a une exigence de cohérence et le forcer à utiliser des outils qui ne sont pas cohérents, quelque part, c'est un problème. Alors, tout système est un processus évolutif, comme dans la nature. Alors, la question est là, c'est qu'effectivement, moi, je considère au contraire que, et de ce côté-là, je suis assez structuraliste, on peut dire, je pense qu'à un certain moment, bien sûr qu'il y a une période chaotique, si on veut, mais à un certain moment, les sociétés organisent des systèmes extrêmement cohérents, extrêmement structurés, et que ce soit sur le plan de la grammaire de la langue, que ce soit sur le fonctionnement des sociétés, etc. Vous avez très structuré, très cohérent, très symétrique, et ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc la société, la société est constituée d'individus, les individus maturent, évoluent, et donc la société va inévitablement évoluer par rapport à cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ces évolutions, moi je distingue entre les faits et leur explication. Il y a des choses qu'on observe, et il y a ce qu'on dit sur ces choses-là qu'on observe. Et les discours qui sont tenus sur les faits, c'est quelque chose de tout à fait aléatoire. Alors, en tenant compte que là, si on regarde les faits, la personne qui regarde les faits est déjà forcément induite dans son propre regard, sur sa propre culture, son propre formatage, tous ces éléments. Donc il y a inévitablement une interprétation systématique des faits par qui que ce soit. Oui. Alors je réponds à cette objection, qui est assez pertinente, Franck et Charbour, c'est que, ça c'est l'argument que je m'entends souvent, à mon avis, ça c'est un problème épistémologique complexe, à mon avis, on voit les faits on les voit tels quels, et en réalité, il y a des choses qui nous empêchent de les voir. Ce n'est pas tellement que notre subjectivité nous permet de les voir d'une certaine manière, c'est qu'en réalité, elle est plutôt dans le déni. Je vous donne un exemple, alors, pour revenir à la question du masculin et féminin, il y a d'un côté, on voit ce nombre de choses, sociologiquement, on voit des phénomènes se produire sous nos yeux, de façon brute, et on plaque dessus des grilles de lecture qui font qu'on va les expliquer d'une manière ou d'une autre. Donc en réalité, ces grilles de lecture ne nous permettent pas, sont des choses qui peuvent être complètement contestées, et
qui sont... Moi j'aime bien l'exemple de l'aveugle. Celui qui est aveugle, qui ne connaît les faits que parce qu'on lui en dit. Il y a la parabole de l'éléphant. Donc quelqu'un d'aveugle, le réel n'existe que par le discours qui est tenu. Et quelqu'un qui n'est pas aveugle, et un groupe de gens qui ne sont pas aveugles, ils peuvent s'entendre des choses qu'ils ont pu observer de façon brute, quelles que soient les grilles de lecture qu'ils peuvent avoir. Par exemple, si je dis, par exemple, que dans les classes de collège, il y a 90% de femmes, c'est un fait en tant que pédagogue. Bon, maintenant, on peut l'expliquer de façon A, B, C, mais les faits sont là. Oui. Et moi, je considère qu'il faut basculer vers une conception de la science où on commence par observer les choses telles quelles. Et il y a des gens... Alors, si vous voulez, notre discussion, je vais la résumer à ce stade-là, sur 2 points. Est-ce qu'on est capable d'observer le monde en tant que tel? Et deuxièmement, est-ce qu'on est capable de restaurer les systèmes dans leur organisation originale? C'est sur ces 2 points qu'il y a un blocage. Les gens ne croient ni qu'on puisse observer les choses, ni que l'être humain est capable d'observer le monde tel qu'il est, sans l'écran de tout ce qui connaît tous les discours, et ils ne pensent pas non plus que l'être humain soit capable de restituer des systèmes à un niveau beaucoup plus en amont. Ils ne le croient pas. À partir du moment où ils ne croient ni à ceci ni à cela, ben, ils se créent une philosophie en disant, voilà, ben, avançons, c'est ce qu'on appelle faire de nécessité vertu, c'est-à-dire avançons, de toute façon, voilà, le monde il est ce qu'il est devenu. Alors moi d'ailleurs j'avais posé l'autre jour une question, faut-il accepter l'astrologie telle qu'elle est devenue ou telle qu'elle était? Donc cette question du devenir, comme la critique du devenir, la critique du philosophe, est-ce que le devenir est pertinent? Est-ce que ce qu'on fait des choses, ce qu'on dit des choses est plus important que les faits eux-mêmes et que les systèmes eux-mêmes? Alors quand vous parlez de faits, qu'est-ce que par rapport à ce qu'aujourd'hui, ce que la science, la physique quantique a pu montrer qu'il y a une interactivité, une intrication entre l'observateur et l'élément qui est observé, forcément il y a une influence, on n'est plus dans une objectivité, on n'est plus sur des faits, puisque les faits, même s'ils peuvent être mesurables, ils peuvent changer à partir du moment où l'intention de l'observateur n'est plus la même. Alors je répondrai sur ce point, que là nous sommes en train de parler, nous ne sommes pas en train de parler de la science physique, nous sommes en train de parler de la science sociale. Et la science sociale, ce sont des systèmes qui ne sont pas forcément en phase avec la réalité scientifique. Donc quand je vous parle de faits, je ne parle pas de faits de science, je parle de faits de société. Et c'est totalement différent. Parce que les faits de société, c'est déjà une systématique. Si on accepte l'idée qu'on a dit tout à l'heure, il y a des plans, il y a des structures au départ, et donc nous sommes dans ces structures. Ces structures-là, elles ont été élaborées à une certaine époque, selon un certain niveau de science qui n'est pas du tout celui que nous avons aujourd'hui. Peut-être pas forcément en moins, mais aussi peut-être en plus. Il y a des problèmes qui se posent. Il est possible qu'il y a X milliers d'années, il y avait des civilisations qui avaient des connaissances remarquables, que nous n'avons pas encore, ou au contraire, qui ne ont pu élaborer des systèmes à partir d'éléments très simples. Donc, je vous donne un exemple, M. Echardt. Aujourd'hui, l'astrologie ne s'intéresse pas aux étoiles fixes. Ne s'intéresse pas aux étoiles fixes parce qu'elle considère qu'elles ne font pas partie du système solaire. Autrefois, ces étoiles fixes étaient mises en contact avec les planètes. Donc les astronomes d'aujourd'hui ont décidé d'évacuer, au nom d'une orthodoxie scientifique, ils ont décidé d'évacuer la dualité de l'astrologie. La dualité de l'élément fixe et de l'élément mobile est complètement évacuée de l'astrologie. Au nom de je ne sais quelle conception, alors moi j'appelle ça l'anachronisme. L'anachronisme, ça consiste à plaquer l'augmentation actuelle sur ce que les anciens ont pu effectuer. Moi je dis que les anciens voyaient les planètes, voyaient les étoiles, connectaient les deux, et ça n'a aucune importance de savoir qu'aujourd'hui, ces deux plans qui existent sur le plan visuel. Quand je parle des faits, c'est aussi l'élément visuel. Je parle pas. La science ne s'intéresse pas forcément à dire. Les structures sociales, c'est des structures visuelles. Je vois quelque chose, effectivement, l'épistémologie des sciences sociales n'est pas celle des sciences dures. Dans la science sociale, on peut s'apercevoir pourtant que l'évolution des sociétés, elles ont complètement évolué par l'évolution de l'aspect technologie, des connaissances,
de la technologie, enfin tous ces paramètres-là, on est passé d'un système tribal jusqu'à aujourd'hui des mégalopoles qui sont importantes. Donc forcément les structures sociales changent à partir du moment où le nombre de personnes change. Alors je vous répondrai, M. Charles, que ce qui nous intéresse ici, c'est pas ce qui change, c'est les invariants. Effectivement, bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les invariants. Et les invariants, eux, ils ne changent pas. Et les invariants, c'est... Alors, on peut voir, il peut y avoir des tentatives de changement, mais qui ne tiennent pas, ou qui ne sont que très très provisoires. Et effectivement, par exemple, la question du féminin, c'est un problème, la distinction masculin-féminin. On a beau dire que c'est en train de changer, que ça va changer, etc. Je pense qu'au niveau fondamental, les choses restent exactement comme elles étaient il y a 10 000 ans, il n'y a absolument aucun changement sur quoi. Et pourtant, il y a des sociétés qui étaient matriarcales et puis après il y a des sociétés patriarcales. Peut-être, mais ça n'empêche pas que le système que je décris, en tout cas, la dualité semble avoir été la dualité entre la notion de cyclicité même implique une dualité. Et la dualité, ça veut dire qu'il y a deux paramètres, deux facteurs. Si on veut unifier, c'est qu'il y a justement une différence. Donc la notion de dualité est une notion qui est absolument inhérente à l'organisation sociale. Qu'aujourd'hui, il y a une négation ou il y a un déni de cela, ça c'est notre problème. Ou est-ce qu'il y a une négation? Parce qu'on ne veut pas reconnaître aujourd'hui qu'il y ait une nécessité, de même qu'en astrologie on ne reconnaît plus la dualité étoile fixe et planète mobile, on ne reconnaît plus. Aujourd'hui, pour parler du masculin et du féminin, du rôle des femmes et des hommes dans la société, ça devient presque un sujet tabou. C'est-à-dire un sujet sur lequel on n'a pas envie de raisonner et sur lequel on n'a pas envie d'être piégé. C'est pour cela d'ailleurs qu'en effet, comme on dit dans notre conversation tout à l'heure, que sur la question, que même dans le monde du yoga, il peut y avoir sur ces questions-là des réticences à aborder la question. Des réticences ou des points de vue qui ne veulent pas forcément envie de développer cet aspect parce que c'est pas une priorité pour eux, pour les uns ou pour les autres. Ça devrait être en contradiction avec l'esprit d'origine du yoga. Ah, l'origine, après c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est la notion d'évolution qu'il peut y avoir. Parce que là, si vous regardez tous les types de yoga qu'il peut y avoir, il y a eu des évolutions qui peuvent être très intéressantes justement parce qu'ils ont tenu compte des paramètres originels mais avec une perception qui va être différente de ce qu'il pouvait y avoir il y a 3000 ans. Alors, ça pose le problème de la conscience. Il y a en effet, d'ailleurs il y a bien une expression sans science, sans conscience, des communes de l'âme. Les choses ne changent pas, le discours sur les choses peut changer totalement. Mais moi ce qui nous intéresse, c'est pas le discours, pas le discours qu'on donne à l'aveugle. Ce qui est important, c'est ce qui est. Maintenant, les discours peuvent changer complètement et ça change rien. D'ailleurs, en réalité, ça ne change strictement rien. Les discours, on sait très bien par exemple que les différentes idéologies qui peuvent exister, qui sont utilisées, n'ont strictement rien changé fondamentalement au fonctionnement des sociétés. Donc c'est des discours, comme on dit, les chiens à voix, la caravane basse, ce sont des discours qui sont sans prise. Pourquoi ils sont sans prise? Parce qu'ils n'ont pas, comme je disais tout au début de notre entretien, ils n'ont pas les conditions de reprogrammation de la société n'existent pas. Parce que, voilà, elles vont peut-être exister dans 100 ans, on va pouvoir peut-être modifier, manipuler les codes génétiques, etc. Mais les conditions juridiques, religieuses, sociales, d'organisation du monde, par catégorie, par cas, etc., ça n'existe pas, et par conséquent, c'est tout à fait chimérique de croire que nous sommes capables, alors c'est ça le paradoxe, nous ne sommes plus capables de faire ce que nos ancêtres ont fait. D'accord. Alors quand vous parlez de réparation, c'est jusqu'où on peut aller dans votre approche, dans la réparation? Dans la réparation, parce que là on pourrait dire, tiens, si on fait des références... Un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot purification, le mot nettoyage, purifier les langages, nettoyer les langages, les scories qui se sont rajoutées, etc. On peut aller, alors effectivement, moi par exemple, dans le domaine de l'astrologie, je suis un peu un pionnier. Excusez-moi, mais dans ce que vous dites, il pourrait y avoir interprétation sur une notion de purification, etc. Ça rappelle des éléments qui ont été dans l'ordre de ce qui a amené la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, mais ça, bon... Une notion de purification pour que les choses reviennent sur une pression de race aryenne sur l'origine, ça peut se poser la question. Cela dit, ça ne me fait pas peur d'en parler. Il y a d'ailleurs le fameux travaux d'Hercule sur la... Vous connaissez le nettoyage des écrits d'Ogéa, je pense que c'est d'ailleurs un mot qui n'est pas étranger au monde de la spiritualité, etc. Même si effectivement. Mais cela dit, rebondir sur cette question de la Shoah, etc.
au risque de vous choquer, je pense que Heidegger a raison quand il dit que le grand coupable, c'est la technologie. Pourquoi? Parce que dès qu'on a, alors moi j'ai pas l'histoire là-dessus, dès qu'on a des objets, eh bien ces objets sont dangereux. Donc si on revient à l'origine, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'âge de pierre alors, s'il n'y a pas de technologie. Si on n'utilise pas la notion d'une autre conscience qui a apporté justement des outils différents pour pouvoir évoluer et qui a forcément amené une perception différente du monde. S'il n'y avait pas d'armes à feu, il y aurait moins de... C'est pas par hasard qu'on contrôle à l'entrée du salon les gens qui arrivent, ne faut pas qu'ils baladent avec une Kalachnikov ou avec un revolver. C'est parce qu'un homme, nous sommes des êtres, nous ne sommes pas dangereux au même titre que pas le bouclier. Éventuellement, on m'a envoyé le téléphone dans la figure. Même un objet aussi simple qu'un livre peut devenir une arme. Mais les paroles aussi. Ah non, oui, mais ce ne sont pas des armes sur la même. Moi, je m'intéresse au niveau judaïque, par exemple, le Shabbat, ou le dimanche, si tu veux, c'est le moment justement où on doit se séparer de tout ce qui peut être objet, tout ce qui est stylo, etc., etc. Et même à la limite, j'ai même écrit récemment que même le fait de lire un livre au moment du Shabbat, c'est-à-dire d'avoir un objet sous les yeux, c'est déjà une imposture par rapport à cette dialectique de temps. D'accord, donc il faudrait que ce soit tous les jours dimanche alors. Non, mais il y a un temps pour chaque chose. D'accord, donc il peut y avoir utilisé la technologie sur les autres jours. Même, alors pour revenir à ça, on parle de réparation, on peut réparer le judaïsme, on peut réparer une religion, on peut réparer une langue, on peut réparer une tradition. Dans chaque cas, il y a une première méthodologie de réparation. Réparer le judaïsme, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de comprendre quelle était la raison même de cette dualité entre les jours de la semaine et le Shabbat. C'était pour faire quoi? Par rapport à quoi? Pour s'opposer à quoi? Et vous voyez bien, vous soyez de cette religion ou pas, que les juifs s'interdisent d'utiliser la voiture le Shabbat, s'interdisent d'écrire le Shabbat, etc. Donc c'est un message anti-technologique parfaitement évident. D'accord. Hein, bon, et ils reconnaissent qu'il y a un temps il y a une dualité, il y a un temps où effectivement il faut se marier avec la dimension technologique du monde, et à un moment donné, il faut se recentrer, se ressourcer en dehors de cette dimension. Donc simplement le fait de pouvoir ne pas utiliser les éléments technologiques, c'est un moyen pour pouvoir se recentrer en soi. Absolument. Et donc ça ne veut pas dire que forcément les aspects technologiques sont mauvais. C'est simplement de dire que ça rentre dans des éléments qui sont extérieurs. Il y a un temps extérieur et un temps vers intérieur. Il faut en faire abstraction autant que possible pour se apercevoir qu'on peut vivre sans. C'est un exemple pour montrer que, là encore, qu'est-ce qui fait que cette dualité-là, elle n'est plus consciente dans le monde juif, par exemple. Chez les gens, j'ai un exemple, le samedi matin, on se balade avec des rouleaux de la Torah, des parchemins, etc. Ce qui est complètement à l'opposé de l'esprit du Shabbat. Alors pourquoi ça évolue comme ça là? Comment? Pourquoi ça c'est devenu comme ça? Parce qu'on peut le voir, c'est un constat, c'est un fait. On peut le mesurer là. Déjà, il y a les deux questions que vous posez, c'est un, peut-on réparer? Et deux, comment comprendre pourquoi c'est devenu. C'est comme si j'allais voir un garage en lui disant non seulement je veux que vous répariez ma voiture, mais que vous m'expliquez pourquoi ma voiture. Oui, pour pas que ça se reproduise. Pourquoi ça s'est produit, pourquoi il y a une panne, et pourquoi. Pour comprendre le sens, pour pas que ça se reproduise éventuellement. D'accord, mais enfin je veux dire, ça peut très bien être. On peut avoir un peu de crevé parce que on est tombé sur. Bon. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours intéressant. C'est toujours très intéressant. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, on parlait de la langue anglaise. Il y a des rencontres qui se font. Par exemple, entre l'astrologie et l'astronomie, il y a des moments où les astrologues se sont dit, mais puisque l'astrologie se fonde sur les astres, pourquoi ne pas tenir compte de ce que la nouvelle astronomie a apporté? Pourquoi pas? Pourquoi Parce que tout simplement, ça n'est pas intégré dans le système d'origine. D'origine. Et d'origine, elle est venue d'où? Les éléments d'origine, ils sont bien partis de quelque chose qui a été éventuellement transformé aussi. Non. Alors, bon, si vous voulez, ça nous renvoie à une autre question qui est une question encore plus délicate, c'est de savoir comment, parce que vous savez qu'une des grandes questions qui se posent, c'est la question du darwinisme, de la marxisme, et comment les choses se transmises, etc. Est-ce qu'effectivement, nous portons génétiquement, quelque part, est-ce que des choses qui se sont mises en place il y a X milliers d'années, pourquoi est-ce qu'elles sont capables de continuer à vivre en nous ou pas? Si elles sont capables de vivre en nous, ça veut dire que ce qui peut s'être produit depuis, par exemple, cher monsieur,
jusqu'à preuve du contraire, nous sommes à peu près construits anatomiquement comme il y a X milliers d'années, quels que soient les changements qu'on puisse produire. Donc, voyez-vous, évidemment, il y a quand même, c'est très relatif, les interférences de l'extérieur. Par exemple, nous sommes tous sur le cap. Je me souviens, j'avais vu des bandes dessinées, je crois que c'était où les gens ne savaient plus marcher, etc., ou n'importe quoi. Jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours dans l'admiration de voir que les gens peuvent prendre un ascenseur, et si l'ascenseur ne marche pas, ils sont quand même capables de marcher. Ils sont quand même capables de prendre l'escalier, et si telle chose ne se produit pas, ils ont quand même trouvé une solution. C'est-à-dire que nous sommes quand même capables, en cas de panne de quelque chose, par exemple si la voiture ne marche pas, vous pouvez faire quelques centaines de mètres à pied. Donc même si ces trucs-là se sont rajoutés, on n'en a pas réellement besoin. Donc c'est-à-dire que dans ce que vous évoquez sur la notion de réparation, c'est une perpétuelle combat entre justement ce qui est le monde extérieur et de ce que le monde intérieur. Et pourquoi rechercher effectivement le fait de rechercher des origines par rapport à des éléments qui sont extérieurs, est-ce que c'est pas une projection de retrouver ses propres origines intérieures? Alors c'est ça, c'est-à-dire que la question c'est que effectivement, normalement, c'est en travaillant sur l'intérieur, d'ailleurs ça qu'on trouve véritablement ce qui vraiment fonctionne en nous. Donc y aurait-il des questions, c'est juste une question, y aurait-il des choses à réparer en vous pour pouvoir chercher à réparer les choses à l'extérieur pour retrouver leur origine? Non, justement, je n'ai pas dit cela. Ah, c'est moi qui pose la question. Non, je ne pense pas fondamentalement, comme je pense que les travaux au niveau de la réparation ne sont pas liés forcément à notre époque. Même si... Moi, je ne parle pas de votre époque, je parle de vous, de votre démarche sur la notion de réparation. Pourquoi effectivement avoir besoin de réparer des choses qui sont extérieures, si effectivement il y a besoin de rien réparer mais de retrouver quelque chose d'origine intérieure? Je vous donne un exemple. Et moi j'ai travaillé, que j'ai travaillé dans les années 60, j'ai connu l'astrologie dans les années 60, on va dire, ça date bientôt d'il y a 50 ans. Donc à cette époque-là, les astrologues discutaient des systèmes, ils parlaient de réformer les systèmes. Moi je suis rentré de cette époque-là, qui n'est plus d'ailleurs de cette époque actuelle, où on disait qu'il y a quelque chose à changer. Et je me suis aperçu qu'il y avait certains dispositifs, je ne saurais pas, je rentre en détail, de répartition, il y avait des dispositifs qui ont quand même une certaine forme, une certaine cohérence, et qui apparemment n'étaient pas, je ne dis pas qu'ils ne fonctionnaient pas, mais ils n'étaient pas satisfaisants déjà en tant que tels dans leur présentation. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, les gens qui prétendent qu'avec ces dispositifs, ils peuvent faire une pratique, il y a quelque chose qui fonctionne. Cette pratique, elle est contestable. Ça ne veut pas dire que les gens ne rendent pas service, etc. Mais en tout cas... Il ne vous convenez plus. Comment? Il ne vous convenait plus. Je me suis dit, c'est un vaste débat, il faut déjà que la cohérence théorique est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est certainement nécessaire. Faire de la pratique sans avoir un dispositif théorique solide, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut dans un premier temps que en haut, si vous voulez, le haut et le bas, en haut déjà sur le plan théorique, que ce soit parfaitement bien calé. Après, on passe au niveau pratique, c'est une autre chose. Donc effectivement, il y a des périodes, par exemple, aujourd'hui, dans l'astrologie, où il y a essentiellement des praticiens qui n'ont aucune connaissance, véritablement aucune maîtrise des dispositifs dont ils se servent, et qui disent tout simplement, ben moi je m'en sers comme ça va très bien comme ça. Et malheureusement, on s'aperçoit que l'astrologie reste une discipline complètement à part. Pourquoi elle n'est pas à part? Elle n'est pas à part parce que ça ne marche pas, c'est pas ça le problème. Elle est à part parce qu'elle n'est pas cohérente dans son discours. Et comme elle n'est pas cohérente dans son discours, elle ne peut pas communiquer avec les autres disciplines. Quand une discipline, vous savez, on dit les grands esprits se rencontrent, quand une discipline n'a pas retrouvé une certaine pureté, elle ne peut pas communiquer avec d'autres disciplines. De même, quand un être humain n'a pas retrouvé une certaine pureté, il ne peut pas communiquer avec d'autres êtres humains. Donc la pureté est un moyen de communiquer avec d'autrui, parce qu'il y a moins d'interférences, il y a moins d'écran, il y a moins de décalage. Donc finalement, quand une personne est isolée, quand un savoir est isolé, ça veut dire que quelque part, il n'est pas assez pur. Parce que s'il était assez pur, il pourrait être en communion avec d'autres savoirs. Et actuellement, ce n'est pas le cas. D'accord. Je vous remercie.